Depuis plus de 50 ans, d'immenses avancées ont eu lieu. Pourtant, la notion de progrès a perdu son sens. Qui a tué cette grande idée héritée du XVIIIe siècle et de la Révolution? Peut-être que, comme le déclarait Alexandre Vialat, rien n'arrête le progrès, il s'arrête tout seul. Est-il mort d'épuisement? Nous avons invité le sociologue Peter Wagner qui vient de lui consacrer un livre Enquête mondiale, Sauver le progrès, comment rendre l'avenir à nouveau désirable. Et le philosophe Robert Redeker, dont le titre du livre Le progrès, point final, exprime la position. Bien sûr, la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki et les désastres écologiques n'ont pas arrangé sa réputation. Mais est-ce la cause? Les prévisions des Lumières d'un progrès perpétuel pour une augmentation universelle des richesses ne se sont pas réalisées. Les promesses politiques pour faire supporter les contraintes présentes furent de dangereuses explosions historiques. Depuis quelques années, des intellectuels déplorent le déclin et la décadence de l'Occident. Ailleurs, comme en Inde et en Chine, le progrès est une réalité. Les pays émergents participent à la prospérité mondiale et deviennent de nouveaux modèles de croissance économique. Le président chinois Xi Jinping est venu nous le rappeler à Davos au début de l'année 2017. La mondialisation est en train de s'effectuer difficilement, pourtant un progrès global ne peut s'effectuer qu'avec la contribution de tous, partout. Nous sommes en train de vivre la fin, non pas des progrès, c'est-à-dire des améliorations. Et encore, voyez-vous, quand je dis amélioration, il y a déjà un jugement de valeur positif. Non pas la fin des progrès, c'est-à-dire des améliorations des conditions de vie, de l'existence humaine, etc., qui ne cessent de continuer, mais du progrès, c'est-à-dire d'une idéologie, d'une sorte de para-religion et d'une métaphysique. Il faut bien remarquer que dans l'histoire des mentalités, c'est une rupture assez incroyable. Tant que domine le christianisme, quelle est l'idée dominante? C'est que nous sommes enfermés par le péché originel. Qu'entraîne-t-il? La mort et le travail pénible pour survivre. La mentalité du progrès, c'est nous pouvons sortir du destin de malheur et de misère qui nous accable. La notion de progrès est ambivalente. Elle a plusieurs sens. Dans nos sociétés, un des problèmes de la critique est d'avoir souvent suraccentué l'aspect négatif du progrès et d'avoir prétendu que le mot progrès était en quelque sorte un joli euphémisme pour exploitation, ce qui voilait la dimension de l'exploitation. L'organisation de l'économie et de la société que nous avons développée en Europe et en Amérique du Nord dans les 200 dernières années équivaut à une forme d'exploitation, d'abord celle de sa propre société et ensuite exponentiellement celle de la nature et d'autres sociétés. Cette organisation n'aurait pourtant pas pu être préservée. Elle aurait connu une fin depuis très longtemps si dans le même temps elle n'avait pas créé des biens au sens large, pas seulement au sens économique, même si c'est un point central. Des biens qui relèvent en effet d'une avancée. C'est de l'idée de progrès qu'il est question, plutôt que des avancées, des évolutions techniques, sociales. L'idéologie du progrès est quelque chose à quoi plus personne ne croit, mais comme il continue d'y avoir des progrès techniques chaque jour, comme les politiciens continuent d'employer le mot progrès, il est mort et pas mort. Si vous voulez. Dans sa mort, il continue de vivre. Et puis, l'image n'est même pas absurde biologiquement. On sait très bien qu'il existe sur les cadavres des travailleurs de la mort, qui sont des insectes, ainsi de suite. Nous mettons des dizaines d'années à être complètement à se décomposer, bien après que l'état civil nous ait déclaré morts. Alors, il me semble que le progrès est aussi dans une situation semblable à celle d'un cadavre
qui se décompose peu à peu, mais sur une très longue période. L'idée que le progrès est un processus autonome, s'accomplissant quasiment de lui-même et qu'on peut donc placer de grands espoirs en lui, se situe à un moment de l'histoire qu'on peut définir assez précisément. Ça se passe en Europe. Et c'est à la fin du XVIIIe siècle. Fin XVIIIe, début XIXe. C'est l'époque de la Révolution française, des révolutions démocratiques en général, l'époque de la révolution industrielle. Ce qui est décisif, c'est qu'à ce moment-là, on a pensé que l'homme était sur le point de sortir de son état d'immaturité, pour reprendre la formule d'Emmanuel Kant. On présumait qu'à partir de là, les hommes seraient de plus en plus libres, et qu'une fois libres, ils utiliseraient leur faculté de raison. L'horizon, c'est une paix perpétuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une paix perpétuelle? C'est l'accomplissement du progrès à la fois dans le domaine moral, hein, puisque la guerre, c'est le déchaînement du mal, voilà, à la fois dans le domaine moral et dans le domaine politique, quand imagine une sorte de société des nations universelle. C'est à ce moment-là que l'idée d'un progrès autonome s'est développée. Son impact a été tel qu'au cours du XIXe siècle, de plus en plus de personnes étaient convaincues que ce processus avait déjà démarré. On pensait qu'il était impossible d'enrayer ce processus. Et d'ailleurs, on ne voulait pas l'enrayer, étant donné ses nombreux effets positifs. Moi, je crois que ce développement-là s'est éteint ces dernières décennies. Le triomphe de l'idée de progrès date des Lumières qui en font une notion indispensable à la transformation de l'humanité. Pour eux, le progrès est un mécanisme d'égalité inexorable vers de toujours meilleures conditions de vie sur le long terme. Mais ces avancées ont été limitées par les périodes historiques qu'il faudrait analyser sous l'angle des diverses dominations. Les droits de l'homme restent formels et les inégalités persistent, quand elle ne s'aggrave pas. Après les idéologies trompeuses qui le glorifiaient, aujourd'hui les fondamentalismes religieux le pourchassent. Il faut donc plus que jamais le sauver et le réintroduire dans notre conception de l'avenir. Avec les technologies actuelles, cette belle idée nous aiderait à réfléchir et à agir pour notre autonomie individuelle, et nous amènerait à l'intention collective de construire une nouvelle démocratie. Au XVIIIe siècle, avec les Lumières, le progressisme, c'est le camp de la libération. C'est le camp de ceux qui... Alors, ce ne sont pas toujours des dominés. Il y a beaucoup d'aristocrates et au XVIIIe siècle, d'aristocrates des Lumières, qui sont donc des personnes qui ont un pouvoir. Nous sommes dans une société d'ordre, où les pouvoirs sont donnés par la naissance au XVIIIe siècle. Société aristocratique. Bon. Mais vous avez beaucoup d'aristocrates en France, en Allemagne, qui sont progressistes, ce ne sont pas des dominés. Mais en fait, quand on dit Kant, on comprend très bien que le progrès est l'instrument de l'autonomisation des dominés, que les dominés pèsent enfin sur le destin politique, et donc sur leur propre destin. Bon. Au XIXe siècle, la chose commence à devenir plus nuancée. D'abord, en Europe et en Amérique du Nord, on refuse à la majorité de la population d'accéder aux mêmes libertés. Cette forme de répression continue d'être légitimée durant tout le XIXe siècle. Mais lorsque cela n'est plus possible, et même avant, on a recours à deux autres moyens pour atteindre un progrès scientifique et économique: l'oppression et l'exploitation d'autres populations dans d'autres parties du monde. C'est ce qu'on appelle le colonialisme et l'exploitation de la nature, avec l'industrialisation. Il y a donc en somme trois possibilités: exploiter sa propre population, des populations étrangères ou la nature. Mais dans un certain sens, on pourrait croire qu'aujourd'hui nous avons atteint un point final, ou du moins un point de bascule dans ces trois formes. Dans les sociétés dites avancées,
Tout le monde a les mêmes libertés. On ne pourra plus les supprimer si facilement parce qu'il y aurait trop de résistance. En plus, depuis les années 50 et 60 du siècle dernier, il y a eu des processus de décolonisation, l'indépendance des colonies. Ce développement-là non plus n'est plus réversible. Et troisièmement, l'exploitation de la nature a atteint un degré extrême, avec le réchauffement climatique, mais aussi avec l'extraction croissante des ressources naturelles dans d'autres parties du monde, beaucoup plus qu'en Europe. Et il est devenu indispensable d'inverser le mouvement ou de l'arrêter. Les progrès techniques permettent le développement économique de la bourgeoisie et son pouvoir, voilà, son enrichissement, enfin tout ce que l'on sait. En même temps, ces progrès techniques créent une classe qui n'existait pas, d'exploiter le prolétariat. Mais le prolétariat, lui, verra le progrès d'une façon différente. Ce à quoi il pensera, c'est au progrès social et au progrès politique. Donc, dans ce cas, l'idée de progrès sert les dominés. Mais dans l'autre cas, l'idée de progrès technique ne sert que la bourgeoisie. Alors, je crois que nous sommes sortis de ces deux, aujourd'hui, de ces deux configurations. Nous sommes dans la régression sociale complète depuis les années Thatcher. Quant au progrès technologique, ils se produisent dans l'intérêt de grandes structures économiques, internationales, planétaires, Apple ou Samsung ou qui vous voulez. Ce que nous avons vécu durant, disons, les 150 dernières années, ou un peu plus, est la tentative largement réussie d'organiser les sociétés de telle manière qu'il en résulte un axe central du conflit. Je parle du conflit capital-travail. Historiquement, l'analyse marxiste avait une grande légitimité dans ce domaine. Les sociétés ont été organisées de façon à ce que ce conflit ne se manifeste que tardivement dans les états-providence de la fin du XXe siècle où il a été résolu. Et pour le résoudre, on a tracé frontières avec l'extérieur. Aujourd'hui, la situation est différente. Nous avons des mises en réseau globales plus étendues, un démantèlement des frontières et par conséquent cet axe central du conflit n'existe plus. Nous avons une fragmentation à la fois de ceux qui profitent de la situation actuelle et de ceux qui s'en trouvent défavorisés. La conséquence est que les mobilisations restent à une échelle limitée et qu'elles s'expriment dans des nationalismes, des fondamentalismes religieux ou parfois dans des actions globales contre l'exploitation, comme dans le cadre du Forum social mondial, le mouvement altermondialiste. Mais ces mobilisations ne s'unissent plus comme autrefois. Diese Mobilisierungen, die verbinden sich nicht mehr. D'une certaine manière, cela veut dire qu'il faut lutter contre les élites établies, parce que les élites ont des privilèges qu'elles ne peuvent pas légitimer. On pourrait aussi imaginer des situations où on a pour ainsi dire des élites responsables, qui sont des élites uniquement dans le sens où elles assument certaines tâches fonctionnelles. C'était peut-être le cas en Scandinavie dans la deuxième moitié du XXe siècle, même si c'est un peu idéalisé. Mais de manière générale, et c'est aussi ce que nous voyons aujourd'hui, les élites ont tendance à se soustraire à ce genre de responsabilités et à augmenter leurs privilèges. Or, quand les causes précises de cette oppression se dérobent à vous, ce qui est majoritairement le cas aujourd'hui, ça devient compliqué, n'est-ce pas? Dans son livre Progress, 10 Reasons to Look Forward to the Future, publié le 1er septembre 2016, le Suédois Johan Norberg donne entre autres les chiffres suivants. L'humanité a fait plus de progrès dans les derniers 100 ans que dans les 100 000 précédents. La pauvreté a davantage chuté dans les 60 années qui viennent de s'écouler que dans les 500 auparavant. En 1950, la quantité moyenne pour un Européen de l'Ouest était de 3000 calories par jour, alors qu'au milieu du 19e, elle n'était que de 2000 à 2500, moins qu'en Afrique aujourd'hui. En 1961, l'apport quotidien pour les populations de 51 pays, dont l'Iran, le Pakistan, la Chine et l'Indonésie, était de moins de 2000 calories en moyenne,
Et en 2013, un seul pays restait en dessous de la barre des 2000 calories, la Zambie. Depuis 25 ans, chaque jour dans le monde, 285 000 personnes supplémentaires accèdent à l'eau potable. Je crois que nous serions en mesure de mieux comprendre beaucoup de nos conflits actuels si nous étions capables de voir que les injustices et les dominations passées se reflètent encore dans le présent de différentes façons. La colère suscitée par des injustices passées est une source très forte d'énergie politique, qu'on a souvent du mal à comprendre, surtout dans nos sociétés, parce qu'on dit « pourquoi ?» Puisque tout le monde a les mêmes droits et les mêmes libertés. Il me semble, par exemple, que dans notre société, les groupements collectivistes d'ordre religieux, les fondamentalismes, exercent une attraction liée au fait qu'ils expriment l'expérience d'une oppression passée. Elle est encore présente aujourd'hui, mais on n'arrive plus à la formuler aussi facilement, parce qu'on est face à des objections comme « mais tout le monde a les mêmes droits et les mêmes libertés ». Ce n'est pas le fondamentalisme qui est à condamner, c'est le fanatisme. Parce que le fondamentalisme, ou même le radicalisme, c'est aller jusqu'au bout d'une idée, d'une conviction. Voilà. Le fanatisme, c'est autre chose. Enfin, le discours du fanatique, c'est le discours suivant. Je ne supporte pas qu'autrui pense et vive différemment de mes convictions, donc il faut soit le faire taire, soit l'éliminer. C'est ça le fanatisme. Les radicaux et les fondamentalistes mettent à mal l'idée du progrès, mais c'est dans une démarche personnelle. Voilà. Les fanatiques détruisent le lien social, en croyant constituer un lien unique, d'hommes tous identiques les uns aux autres. Mais en fait, l'humanité, ça ne peut pas être ça. L'humanité, c'est la différence, et la différence des expériences, la différence des cultures. Donc, on peut pas imposer un lien unique. Donc, il y a chez les fanatiques, en vérité, une haine de l'humanité comme lieu des différences entre les cultures. Voilà, le fanatisme, c'est ça. Donc, c'est une... si vous voulez, le fanatique est une menace pour le lien social, et c'est indirectement qu'il est une menace pour le progrès. En Amérique latine, nous pouvons voir s'exprimer de nouvelles formes de cohésion religieuse qui sont souvent protestantes, à la différence du catholicisme qui est la religion majoritaire en Amérique latine. Ces formes de cohésion sont fortes parmi les populations pauvres et défavorisées. C'est ce que nous voyons par exemple au Brésil aujourd'hui, mais aussi dans d'autres pays latino-américains. Je crois que c'est lié au fait que les gens y sont confrontés à la discrimination, à un refus de se voir accorder les mêmes chances dans la vie. Mais ce vécu ne peut plus s'exprimer parce qu'aujourd'hui en Amérique latine, au Brésil, tous les citoyens ont les mêmes droits. Il est donc difficile d'appréhender en quoi consiste exactement l'oppression. Elle aboutit à une sorte de communication, d'entente entre les personnes défavorisées, qui n'est plus directement politique, mais religieuse. Manipulation, création d'interfaces homme-machine, implant, vie éternelle. Les transhumanistes veulent améliorer les capacités humaines, physiquement, intellectuellement et psychologiquement. Les progrès technologiques, comme la fécondation in vitro, les diagnostics génétiques prénatales et préimplantatoires, permettent déjà d'avoir un bébé selon ses vœux. Fille ou garçon, yeux bleus, bruns ou verts, exempts de maladies génétiques. Mais tout ce qui est possible n'est pourtant pas autorisé. La Convention d'Oviedo du 4 avril 1997 donne un cadre juridique au niveau européen et international dans le domaine biomédical qui a pour but de protéger la dignité et l'identité humaine. Ratifiée par 29 États, c'est la loi numéro 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique qui transpose cette convention sur les droits de l'homme et la biomédecine en loi française. L'Allemagne n'a, elle, pas encore ratifié cette convention. Elle est jugée trop laxiste. Les progrès techniques, effectivement, on ne les arrête jamais. Ça automatiquement continue, du moins
continue tant qu'une grande catastrophe, soit écologique, soit politique, une guerre mondiale ou une guerre atomique, ne l'arrête pas. Et effectivement, continue parce que c'est lié à la logique du capitalisme. Aujourd'hui, parmi certaines parties des élites, on voit s'imposer de façon recrudescente l'idée qu'il est impossible de réduire les émissions de gaz et qu'il faut créer une nouvelle forme d'ingénierie à l'échelle mondiale pour réduire par des projets gigantesques le rayonnement solaire sur la Terre et pour arriver à de nouvelles solutions hyper techniques. J'appelle ça l'hybris. Cette idée que nous pouvons continuer telle qu'elle, dans une spirale sans fin, et que nous allons trouver de nouvelles solutions. On imagine le progrès comme quelque chose d'heureux. Bon. Alors, personne ne va imaginer que la bombe atomique est un progrès. Et pourtant, objectivement, oui, c'est un progrès technique, militaire. On pourrait aussi faire des interprétations géopolitiques et dire la bombe atomique a peut-être permis la guerre froide au sens où la guerre froide a empêché une guerre atomique par la dissuasion. Bon. Mais on ne va pas dire que la bombe atomique soit un progrès. La technologie nucléaire est sans doute un bon exemple. Elle a eu son utilité, mais elle a aussi engendré des problèmes qui, même en améliorant les dispositifs de sécurité, s'étendent sur une durée telle que l'humanité sera forcée pendant des milliers d'années à continuer de gérer ses déchets nucléaires. On ne fait que déplacer des problèmes parce que, même en cas de réussite, il est prévisible que cela engendre d'autres problèmes que nous sommes incapables d'anticiper aujourd'hui. Nous, les Occidentaux, ou les sociétés dites avancées, nous nous sommes accoutumés depuis trop longtemps à penser que la démocratisation est également un processus de progrès automatique. Les totalitarismes, le nazisme, le fascisme, ont été trop souvent considérés comme un simple égarement sur cette voie, et qu'il suffisait de les supprimer pour que le progrès continue. Le problème de l'entente planétaire et donc le problème de la paix perpétuelle qui est derrière se heurte au besoin pour l'homme d'appartenir à une culture particulière, que vous pouvez appeler peuple, nation ou civilisation, voilà. On ne peut pas imaginer un être humain planétaire avec une seule culture, et ce serait très appauvrissant. Le seul type de progrès auquel on pourrait travailler, c'est le progrès politique. C'est-à-dire un acheminement vers une entente de l'humanité. Mais aujourd'hui, nous comprenons que notre démocratie, qui est bel et bien fondée sur l'égalité et la liberté, n'a pas la capacité à résoudre les problèmes, ce dont nous aurions besoin dans nos sociétés globalement interconnectées. Nous comprenons qu'elle a créé une distance entre les élites et la population qui s'exprime dans ce qu'on appelle les populismes. Nous devons développer une forme de communication et d'entente démocratique qui s'affranchit de ces deux problèmes. D'un côté, celui de la distance croissante entre la population et les élites, et de l'autre, celui de la communication de toutes les personnes concernées. Souvent, ce ne sont pas seulement des personnes appartenant à une nation, à un État, à une ville ou à une région. Ça va au-delà de ça. Le moment dans lequel nous sommes, c'est au contraire un moment de dislocation. Nous avons à la fois une globalisation technomarchande qui entraîne les effets dont nous avons parlé, donc globalisation et dislocation avec repli sur des égoïsmes nationaux et des égoïsmes identitaires qui font que l'histoire, au lieu d'être histoire universelle comme elle a pu l'être depuis le XVIIIe siècle,
semble redevenir histoire locale et histoire nationale. Alors cette question, si l'on vise une paix perpétuelle, une entente de l'humanité, donc sorte de résurrection du progrès mort dont on parlait tout à l'heure, ou de revitalisation du progrès en train de mourir, il faudrait trouver l'articulation entre le minoritaire et l'universel. Voilà. Je ne dis pas le minoritaire et le majoritaire, vous remarquez. Je dis le minoritaire parce que toute culture est minoritaire, et l'universel qui est l'intérêt commun de l'humanité. Nous avons besoin de changements radicaux parce qu'à plusieurs égards, nos sociétés sont sur la mauvaise voie. Mais l'idée ne doit pas être d'inverser le mouvement du jour au lendemain et de tout recommencer. Nous ne pouvons et ne devrions pas le faire. Je crois que les revendications qui se font entendre dans d'autres parties du monde vont devenir si fortes que les Européens devront nécessairement développer une autre vision du monde. Une vision plus prudente, moins égoïste, un point de vue plus global orienté vers la volonté d'agir ensemble et dans un intérêt commun. 2117. Des robots nous éventent sur des plages immenses et servent les fruits succulents de l'Antarctique qui nourrissent la Terre entière. Enfin en paix. Soir idée, pour aujourd'hui c'est terminé. Vive le progrès!